bonjour à tous. Virginie Corbasson, je travaille pour le groupe Carlin. Et donc à la fois l'agence de tendance Carlin Creative Trend Bureau et l'agence de communication 79C qui est l'agence du Salmon, du Silmo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler tendance et engagement, clé de succès des marques. Pourquoi ? Parce que constat, principe de désirabilité des marques qui peinent de plus en plus à créer le désir chez les consommateurs. Et la réponse, pour justement faire en sorte de recréer de la désirabilité, ce serait en effet que les marques aient des partis pris beaucoup plus forts et davantage d'aspérité qu'elles n'en ont aujourd'hui. Et donc on va vous présenter aujourd'hui quelques leviers à activer, qui pourraient être des pistes, des clés d'entrée, pour vous permettre justement de travailler davantage la désirabilité. On va parler aussi bien de produits, de services que de retail. Car à l'agence, donc au sein du groupe Carlin, on a été créé en 1947, on est une agence à la fois de tendance et de communication. On travaille sur les tendances de consommation. Donc le cœur du métier, c'est de bien comprendre les comportements des consommateurs. Dans un principe de prospective, c'est « et demain », quelles seront les attentes des consommateurs. Et on est capable de faire ce qu'on appelle de la transformation. Donc toutes les équipes marketing sont en veille sur ces analyses prospectives. Et on a des équipes de stylistes, designers, communicants qui sont capables de traduire ces attentes en réponse, en scénario créatif pour demain, que ce soit en tendance couleur, concept, retail, etc., etc. On a une vision globale, c'est-à-dire qu'on est fort d'un réseau à l'international. On est basé à Paris, mais on a une vingtaine d'agents qui couvrent une trentaine de pays. Donc c'est la garantie à la fois d'avoir une vision internationale des tendances et puis aussi la possibilité de faire des focus par zone géographique, d'avoir vraiment une réponse très personnalisée par rapport à des besoins spécifiques. Et on travaille de deux façons pour formaliser notre travail. On édite des cahiers de tendance tous les 6 mois, tous les ans, sur la couleur, la mode, la décoration, l'innovation. Et puis également, on travaille en conseil sur mesure pour vraiment apporter une réponse très concrète et très personnalisée à des attentes clients. Avec des cahiers de tendance qui sont vraiment une veille stratégique. On formalise vraiment toutes nos recommandations, à la fois donc en marketing prospectif, en formalisant des profils de consommateurs, des attentes de consommation, et puis les scénarios créatifs, les bonnes couleurs, les bonnes textures, les bonnes matières, les nouveaux concepts de produits, de services, les réponses retail, etc., etc. Donc on croise des analyses marché avec des recherches scientifiques et on met en forme les tendances de consommation de demain. Donc c'est vraiment un laboratoire prospectif qui va infuser tout un processus de création. Et quand on travaille en conseil, en sur-mesure, que ce soit au sein de l'agence Carlin Creative Trend Bureau, l'agence de tendance ou notre agence de communication 79C, on peut accompagner nos clients aussi bien en stratégie, donc de la plateforme de marque, en passant par le décryptage des comportements des consommateurs. On peut travailler sur le produit, les services, le design, la stratégie omnicanal, etc. Et puis on travaille également en communication sur tous les canaux, le digital, le retail, l'événementiel, etc. Voilà, donc pour parler tendance et engagement, fort de toutes ces expertises, eh bien, on va aujourd'hui parler de méthodologie. Je vais vous présenter donc les leviers. Je vous demanderai juste de ne prendre ni photo ni vidéo parce que vous allez voir, il y a pas mal de créations dont on est propriétaire à l'agence et qu'on commercialise. Donc pour parler de méthodologie, il faut parler du trend thinking. Nous, c'est vraiment notre façon de travailler pour aborder les comportements des consommateurs. Le trend thinking, qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre ces comportements de consommation, être capable d'avoir une vision prospective sur ces comportements et demain, comment est-ce qu'on va consommer. Et c'est à la fois, du coup, avoir une vision, en fait, se nourrir de data
et de tous les phénomènes de création. Donc on va s'appuyer vraiment sur cette veille active, on va mêler des éléments scientifiques, artistiques. La data, qu'est-ce que ça va être? On va se nourrir de tout ce qui se passe en innovation, en sciences, en économie, en sociologie, en écologie. La création, qu'est-ce que c'est? On va se nourrir de tout ce qui se fait en mode, en design, en archi, en peinture, etc., etc. Et on va être capable de croiser tous ces comportements de consommateurs pour en déduire des attentes de consommation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que c'est le cœur, le cœur de votre stratégie. C'est avant de s'intéresser aux produits, au retail, etc. Il faut savoir ce qu'attendent vos consommateurs. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le trend thinking, c'est s'intéresser à des motivations individuelles des consommateurs. Quelle est l'évolution du mieux-être aujourd'hui, par exemple? Si, en effet, on sait qu'un habitant sur 5, en 2018, a 65 ans et plus, savoir qu'en 2070, les seniors vont représenter à peu près 30% de la population, déjà, c'est important pour commencer à penser de manière stratégique à ces collections produits et design. Le mieux-être, c'est quoi? C'est toutes ces inquiétudes sur le principe de vieillir en pleine forme. C'est toute la e-health, la santé numérique, qui est en train d'exploser et qui représente un chiffre d'affaires absolument considérable. Donc ça aussi, c'est des choses dont il faut avoir conscience. Les notions d'éthique. Quand on sait que 2/3 des consommateurs mondiaux préfèrent acheter à des entreprises qui défendent un certain sens de la société, ça aussi c'est important. Parce qu'après, il faut s'engager, il faut que l'entreprise elle défende et que la marque elle ait des valeurs à défendre. Quand on sait que les consommateurs perdent confiance, ont de moins en moins confiance dans les grandes marques, la défiance des consommateurs envers les grandes marques, elle est passée de 28% en 2012 à 44% en 2017. Donc c'est juste énorme. Et qu'il y a un véritable engouement justement des consommateurs pour toutes ces marques qui défendent des vraies valeurs, notamment on pense au Made in France ou des choses comme ça. On est vraiment dans une société de consomme leader, de consommateurs super informés et de plus en plus exigeants par rapport à la marque. Quand on parle d'expression de soi, ça aussi, c'est un grand pilier de la consommation dont il faut avoir conscience et bien comprendre l'évolution. Quand on sait que 66% des consommateurs dans le monde veulent influencer le processus de création du produit. C'est ce qui fait le succès des NVB actuellement, où elles sont de toutes ces entreprises, ces start-up qui n'ont quasiment plus d'intermédiaires, qui viennent puiser dans leur communauté. Ils sont très très à l'écoute. Ils viennent leur demander justement ce qu'ils voudraient et eux créent en réponse le produit adéquat. Donc c'est tous ces nouveaux business models qui sont en train de se créer. On est à l'ère de l'ultra personnalisation. L'expression de soi aussi, c'est parler d'inclusivité, du no-genre. On entend aussi beaucoup. C'est vraiment des questions de société dont il faut avoir conscience pour développer ces produits. Le luxe, c'est aussi une motivation très forte chez les consommateurs. Le luxe matériel, immatériel, on a parlé pendant longtemps de l'expérience du luxe, mais on parle de plus en plus maintenant de story proving. Quand on est une marque de luxe, il faut savoir prouver son engagement, ses valeurs, ses convictions. Quand on parle de motivation collective des consommateurs, c'est également très important d'avoir en tête l'évolution de la culture, de tous ces nouveaux modes de vie. On sait qu'actuellement, on est en train de rentrer dans une ère d'économie pragmatique avec toute une culture autour de la revente, de l'upcycling. 70% des consommateurs dans le monde s'engagent à vouloir s'investir dans un mode de vie beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus durable. Le marché de la seconde main, le marché de la mode d'occasion a augmenté de 49% entre 2017 et 2018 et ça va ne faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de penser produits et services. Tradition, un autre pilier pour bien comprendre les comportements de consommateurs et on est en veille tous les jours là-dessus. La globalisation, très bien, création de communautés à travers le monde avec des intérêts communs, parfait, sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Un retour à l'ancrage territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les consommateurs maintenant vont chercher à créer des communautés d'identité et reconsidérer vraiment leur lieu d'appartenance. Alors, bien sûr, on ne va pas rejeter l'évolution de la société, mais on va mettre en avant une dimension plus locale et toute la créativité locale de son environnement. Ça aussi, c'est très important.
par rapport à ça, il y a des comportements, du coup, en réaction, qui questionnent autour du digital. L'ère du virtuel, de la réalité augmentée, etc., bien sûr, c'est là, mais on parle aussi, dans ce principe de retour à des choses beaucoup plus essentielles, on parle de low-tech, ralentir sa consommation du digital. L'an dernier, les ventes de téléphones mobiles sans connexion ont augmenté de 5%. C'est un épiphénomène, mais ça montre que justement, on va vers ces nouveaux comportements. Et à la différence des smartphones, on parle de plus en plus de dumb phones. Ça veut dire des téléphones mobiles, mais qui n'auront en fait que les strictes fonctionnalités, appeler, répondre, et puis de moins en moins d'applications. Donc, tous ces nouveaux comportements sont quand même très intéressants. Un autre comportement qu'on observe au quotidien, le divertissement. On est dans une société de loisirs. On est dans une société où la part des dépenses ne cesse d'augmenter pour tout ce qui va être loisirs, culture, hôtels, restaurants, etc. Donc là-dessus, il va falloir bien se positionner pour en effet pouvoir créer des produits et des services qui vont être désirables pour ces comportements de consommateurs. Et puis pour finir, connexion. Justement, à l'heure du digital, c'est très important de s'interroger sur la mobilité des consommateurs, leur façon de communiquer entre eux, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils communiquent. Quand on sait, par exemple, que l'urbanisation, elle est galopante, que 66% des hommes vivront en milieu urbain en 2050 versus 54% aujourd'hui. Donc c'est au sein de tous ces principes de mobilité, l'enjeu, c'est comment rendre les villes vivables. Quand on parle de ça, tout de suite, on va parler aussi de co-living, de coworking, avec une économie encore ici de partage qui représente un chiffre d'affaires très important, 335 milliards de dollars en 2025. Donc voilà, c'est des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ces nouvelles façons de vivre. Et on va y mettre beaucoup de connexions parce que le digital va se mettre au service du consommateur. Je vais donner l'exemple du co-living. Par exemple, il y a des villages Alzheimer, notamment un qui vient d'être créé à Dax, où on va justement, dans ce village, ils vont accueillir à peu près 130 malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Et bien sûr, ça va être un centre de soins, mais aussi d'innovation, où ça va être un centre de recherche scientifique pour prévenir cette maladie. Donc là, on rejoint toutes les questions autour de la santé numérique. Et une innovation qui va se mettre ici, le digital, toutes ces innovations qui vont se mettre au service du patient, du consommateur. Et on va parler, alors le mot dont on va entendre beaucoup parler, ça va être le mot bénévolence, avec justement tout un principe de connexion, de digitalisation qui vont se mettre au service plus simplement de son petit plaisir, mais au service de la société, des individus, des communautés, de manière beaucoup plus globale. Voilà, donc on est en veille. La méthodologie, c'est vraiment de bien suivre tous ces grands courants, toutes ces motivations qui sont à la fois portées par des consommateurs de manière individuelle, mais aussi de manière collective, des enjeux collectifs. On va croiser ça, nous, avec... il peut y avoir des bouleversements climatiques, il peut y avoir des bouleversements géopolitiques, des élections, etc., qui vont avoir, du coup, un impact sur nos sociétés. Le travail à l'agence, c'est de croiser tout ça, et du coup d'en déduire véritablement des innovations, des nouveaux usages et donc des nouveaux codes esthétiques. Et c'est là où c'est très très important pour vous, marques, d'avoir toutes ces informations en tête. On va créer des scénarios qui vont du coup vraiment être le reflet de ces attentes de consommation. Et on va du coup parler de tendances, couleurs, matières, services, produits, etc. avec des mots-clés, des idées clés, pour pouvoir faire en sorte de sortir le bon produit au bon moment et surtout avec la bonne cible, dans la bonne forme. C'est pour ça que chaque saison ou chaque année, à l'agence, on formalise, comme je vous le disais, 4 tendances de consommation. Donc il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais celles-ci sont vraiment les principaux reflets des attentes de consommation à l'international. Donc par exemple, pour 2021, donc quasiment 2 ans en avance, on a ces 4 grandes tendances, avec, vous voyez, des tendances autour de l'expression de soi et de la culture, des convergences entre des attentes autour du mieux-être et des connexions, des convergences autour de la naturalité, l'éthique, la tradition,
et puis des convergences autour d'attentes très fortes, autour du luxe et de cette société de loisirs, du divertissement. Donc on a croisé toutes ces informations et on a fait émerger ces 4 principales attentes de consommation. Alors aujourd'hui, volontairement, je vais vous montrer une de ces 4 tendances. Je vais partir sur la tendance alpha, la 4e, la dernière. Pourquoi ? Parce que c'est la plus déjantée. Et l'idée ici, ça va être de vous montrer justement comment est-ce qu'on va partir. Alors, je pars en plus d'un marché premium plutôt luxe. Et c'est comment est-ce que on a l'habitude de partir d'assez loin, donc de faire vraiment de la divergence, de s'intéresser à avoir une espèce de vision hélicoptère sur les évolutions de la société, pour ensuite pouvoir converger sur son marché, sur ses produits, sur ses services. Donc je vais vous diffuser une vidéo que j'espère immersive et puis après je vous décrypterai tout ça. Voilà, alors pour comprendre cette tendance qui est le croisement d'attentes très fortes du marché concernant le luxe et le divertissement, c'est bien comprendre l'importance du corps et de l'esprit dans nos sociétés. On est dans des sociétés où on parle d'automatisation, on parle d'intelligence artificielle, réaction consommateur, maîtrise justement de son corps et de son esprit, reprise en main, et être capable de se dire je vais arriver à me dépasser par moi-même. Donc c'est tous ces courants de psychologie positive, de développement personnel, de coaching, de nourriture saine, etc. Et donc c'est le nouveau credo Health is the new wealth, avec justement tous ces consommateurs qui vont chercher absolument à maîtriser ce corps et cet esprit. Plusieurs initiatives, c'est là où je vous parle des épiphénomènes qu'on observe au quotidien, mais qui annoncent justement l'émergence de cette tendance. C'est les salles de sport, alors Blanche à Paris, des salles à New York, etc., Performing House à New York, qui présentent bien sûr des installations de massage, mais aussi des chambres de cryothérapie, de physiothérapie, un sauna infrarouge, enfin voilà, des services qui ne cessent de se structurer pour répondre justement à ces attentes de ces happy few concernant ce principe d'un corps sain et un esprit sain. Même le tourisme s'y met. On a une marque de fitness aux États-Unis qui s'appelle Equinox et qui maintenant propose des séjours dédiés au sport. Donc le sport, c'est vraiment un faire-valoir. Le nouvel étalon, maintenant, ça va être le corps. Donc en fonction du corps, voilà, je vais pouvoir faire une démonstration assez ostentatoire de mon pouvoir et de ma capacité à me maîtriser. Fréquentation des salles de sport, donc là on est dans la data, fréquentation des salles de sport qui témoignent justement de cette émergence, des inscriptions qui explosent en Europe. Et puis sur les réseaux sociaux, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a énormément d'Instagrammeurs, des gens qu'on appelle les KOL, Key Opinion Leaders, qui font démonstration de leurs muscles et abdominaux sur les réseaux. On va juste citer cette jeune femme qui a un compte qui s'appelle Sporty Beach et qui présente, qui raconte tous ses conseils sur WeChat et qui est vraiment très très connue en Chine.
Donc, c'est cette tendance où les codes du luxe vont se mêler aux codes du sport, et on va puiser dans l'Antiquité, parce que c'était déjà ça à l'époque, mens sana corpore sano, etc. C'était vraiment des valeurs, cette quête de la perfection physique, on peut la retrouver dans la Grèce antique. On voit par exemple que c'est Beyoncé et Jay-Z, le couple de Carters, qui avait fait tout un clip au Louvre en surfant justement sur ces codes autour de la Rome antique. Ça a été un véritable succès. D'ailleurs, je crois que le musée du Louvre, depuis, a proposé un circuit de visite dédié spécialement à toutes les pièces qui avaient été, qui sont visibles dans le clip. C'est Karl Lagerfeld qui avait lancé une ligne de mobilier en reprenant aussi ces codes esthétiques de la Grèce antique. Et puis, c'est l'explosion du succès des SUV, qui là aussi reprennent un peu des codes où on va avantager ça donne vraiment un point de vue statutaire, ça va apporter une dimension émotionnelle au conducteur, avec des immatriculations vraiment qui ne cessent de bondir. Alors là, on vous cite Ferrari, mais Rolls-Royce s'y met également. Donc, comment afficher son expérience du monde moderne à travers justement ces codes esthétiques inspirés de la Grèce antique. Donc, on va passer maintenant, du coup, une fois qu'on a balayé ce contexte-là, comment est-ce qu'on tire parti du décryptage de cette attente de consommation pour justement l'appliquer à du produit, à du service, quand on travaille sur le marché de la lunette et de l'optique. Donc là, on a mis en avant plusieurs codes esthétiques qui peuvent être pour vous des pistes de parti pris très forts, qui vont vous permettre justement en filtrant bien sûr avec votre ADN, votre stratégie, mais de donner ce twist à vos collections, de bien montrer que vous êtes en phase justement avec des attentes de consommateurs et de répondre vraiment à ces attentes. Un des premiers concepts, c'est justement surfer sur ces codes néo-antiques, donc s'inspirer de ces colonnes antiques, de toutes ces colonnades très stylisées, de ces constructions cannelées, donc avec un traitement beaucoup plus contemporain. On va travailler sur différents matériaux, qu'ils soient durs, qu'ils soient souples. On va travailler soit en relief, ces petits cannelés, soit en trompe-l'œil. Il y a énormément de façons de travailler ça. Un autre code, ce serait justement travailler ces principes de courbes comme des grandes arches issues de l'architecture néoclassique. On va travailler les espaces, les volumes, les creux, les pleins, l'ombre, la lumière. On aimait bien ce contraste noir et blanc de cette armoire. Voilà, jouer vraiment ce volume très, très épuré. Casser les codes aussi du classicisme. En jouant justement sur chambouler tous ces codes de la statuaire gréco-romaine avec une petite pointe d'humour, un peu kitsch. Donc on va prendre pour exemple des photomontages d'artistes américains qui justement ont réinterprété des statuaires gréco-romaines. Également travailler en mélangeant ces codes du luxe et du sport. Vous avez ici l'exemple d'une designer qui a travaillé, alors elle s'appelle Lark Andersen, et elle a signé un look avec ces espèces de lunettes maximalistes et en contraste avec un top très minimaliste. Pourquoi pas aussi se prendre pour Zeus sur le mont Olympe et s'inspirer justement de tous ces bouleversements, de toutes ces puissances atmosphériques qui peuvent être une source d'inspiration pour des nouveaux effets de surface. Comme ici, à l'agence, on a créé ce sèche... Alors c'est un design, mais un sèche-cheveux en s'inspirant de ces vortex et de ces grands courants de vent et de tornades. Et puis tout un travail aussi intéressant sur la matière autour de ces plissés, de ces froissés, de ces drapés, avec beaucoup d'inspiration autour des métallisés. Voilà, ça c'est à Séoul. Vous avez ce bâtiment, on a l'impression qu'on soulève le drap, le miroir aussi, avec tout ce métal déformé. Et tout ça travaillé avec des points forts couleurs, autour de ce bronze, de ce blanc, pour jouer sur des contrastes. Vous avez également un bleu ciel et puis un vert bleuté qui viennent sophistiquer justement ces points forts couleurs.
Alors des points forts couleurs à utiliser, comme je le disais, sur du produit, bien évidemment, mais également ça peut être très bien des supports de communication. Voilà, la grille de lecture de ces concepts créatifs est très très large. Fort de tout ça, on va passer aussi sur quelques leviers en retail. Un des premiers, j'ai commencé à en parler, on est à l'ère du consomme leader. Alors c'est du jargon, mais c'est vraiment pour qualifier ce consommateur qui est ultra informé et du coup qui est très exigeant de plus en plus envers les marques, puisqu'il est capable maintenant avec les nouvelles applications il scanne le produit, il est capable de tout savoir sur le produit. Et donc c'est le challenge de la marque de pouvoir prouver tout ce qu'elle avance, tout ce qu'elle dit pour créer de la confiance. On voit qu'on est à l'ère de la personnalisation. Un consommateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a observé dans les grands piliers, un consommateur qui veut quasiment, qui s'engagera d'autant plus que le produit aura été fait pour lui. Alors pendant un moment, on parlait beaucoup du problème des données personnelles qui mettait un petit frein justement à ce principe de personnalisation. Là aussi, encore de la data, 57% des clients interrogés dans le monde acceptent de partager leurs données en échange d'offres pertinentes. Donc on voit que le frein à la divulgation des données personnelles est en train de se relâcher à partir du moment où c'est gagnant-gagnant. Quelques exemples justement d'initiatives gagnantes-gagnants. La première, ça se passe chez Nike, notamment à Los Angeles et à Tokyo. Nike, ils ont décidé de valoriser leurs membres Nike Plus et ils ont créé des concept stores géographiquement personnalisés. Donc, ils ont identifié une communauté autour de ces concept stores et ils ont analysé toutes leurs données numériques, à la fois leur historique d'achat et leur historique de navigation. Et par rapport à toutes ces données collectées, ils arrivent à créer des collections, des assortiments de produits qui changent toutes les 2 semaines et qui correspondent pile poil au consommateur qui vit tout près de chez eux. Donc une réponse sur mesure 100%. Un autre exemple, Seasonly, les cosmétiques. C'est une marque de cosmétiques made in France qui fait du sur-mesure avec des soins adaptés à chacun des consommateurs. Donc vous répondez à un premier questionnaire. La marque apprend à vous connaître. En fonction de ça, elle aura le produit spécifique et elle rajoute un petit truc, c'est qu'elle est capable chaque saison d'ajouter l'actif qui est meilleur pour votre peau à l'automne, l'été, au printemps, etc. Donc une ultra personnalisation du produit. Et puis le dernier exemple, c'est Neutrogena qui a sorti un masque 3D, masque de soins sur mesure. Là encore, le consommateur remplit un questionnaire. On va déterminer le masque et les actifs les plus adaptés à sa peau. On prend une photo du visage. Du coup, on est capable d'imprimer en 3D un masque et en fonction justement de la peau du consommateur, on va réussir à placer sur le masque l'actif au meilleur endroit, celui qui correspondra à la peau du consommateur. Donc là aussi, ultra personnalisation et du coup, des consommateurs très contents et du coup qui n'hésiteront plus à partager leurs données personnelles pour avoir des produits sur mesure. Un autre levier à activer, très important, passer de la communication au dialogue. On est à l'heure des réseaux sociaux. On l'a vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, les DNVB, plus d'intermédiaires. On est à l'écoute de sa communauté et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire des produits sur mesure. Donc, bien sûr qu'on communique, mais le principe, il faut qu'il soit à l'horizontale. On est vraiment dans ces nouvelles façons de dialoguer avec son consommateur. Le meilleur exemple, c'est Glossier aux États-Unis, qui n'arrêtent pas de lancer des tutos. Alors, vous pouvez les suivre sur Facebook, sur Instagram, ils font des lives. Ils ont même donc la chaîne YouTube et tous les jours, en plein dans les bureaux, de manière très simple. Voilà, ils sont en dialogue permanent. Les consommateurs peuvent poser des questions en direct, etc., etc. Alors, c'est une super idée pour collecter du coup en direct toutes les données de leurs consommateurs et du coup affiner sa connaissance de son audience et du coup sortir dans les semaines qui viennent le produit qui correspondra le mieux à la cible. Autre exemple, Bonobo, avec une initiative assez amusante. Régulièrement, en fait, ils proposent à tous les employés du siège social de se réunir et de répondre en direct, en fait, de répondre directement au téléphone aux demandes des clients.
et sans avoir un script spécifique, et puis avec la liberté aussi de pouvoir proposer des remises de prix, etc. Et du coup, voilà, s'engage un dialogue très libre, très empathique de la société par rapport à son consommateur, et c'est très apprécié par les consommateurs. Et dernier exemple, c'est Ikea qui a lancé une application où ça permet justement d'interagir en direct consommateur-vendeur. Un autre levier, c'est entretenir, j'ai beaucoup parlé de désirabilité, c'est entretenir ce désir. Et une des bonnes façons de le faire, c'est pour se rendre désirable, c'est de créer, quasiment de produire sur demande, et de créer cette rareté qui va faire que justement on va avoir envie d'avoir le produit. Donc ça concerne plutôt des marchés de niche, mais c'est quand même important de le préciser, parce que c'est vraiment des enjeux qui sont là et dont il faut avoir conscience. C'est Cézanne qui le fait très bien, la marque de mode, où vraiment c'est pas du tout des quantités industrielles. Elle travaille vraiment avec des collections capsules, des éditions limitées. Elle réédite les best-sellers. Elle est vraiment dans ce principe de je ne produis que ce que je vais vendre. C'est Vaskia, un site de e-commerce qui prend des précommandes par rapport à des collections qui ne sont même pas produites. Donc, en fonction des commandes passées, on produira. Et ça crée d'autant plus le désir qu'en plus, pour aller acheter sur Vaskia, il faut faire partie d'un club. Voilà, donc tout ce principe aussi de VIP, de premium, tout ça, voilà, c'est des choses qui créent le désir. Et puis, dernière chose, pour entretenir justement cette rareté, ce principe de sur-mesure à la demande, c'est StockX qui a réussi à créer une plateforme de vente et de revente de produits comme si vous étiez à la bourse. Le consommateur devient courtier, il achète sa paire de tennis et il la revend en faisant un bénéfice sur cette plateforme d'achat. Donc voilà, ça c'est des enjeux, comment créer ce sur-mesure à la demande, comment créer ce principe de dépendance en créant une expérience positive bien sûr. Mais ça, c'est des enjeux aussi importants pour créer de la désirabilité. Et puis, pour finir, on va parler tendance, couleur, matière, mais à long terme. Je vous ai parlé de produits, de services, de tendance à 2 ans, mais on peut aussi voir beaucoup plus loin, notamment quand on est sur du retail et qu'on doit penser l'environnement, ou qu'on doit penser aussi de la communication sur des supports de communication qui doivent durer 2, 3, 4 ans. Donc avec justement des codes esthétiques, là il faut aussi avoir un regard très prospectif sur ces concepts, sur ces codes esthétiques couleurs et matières. Donc c'est aussi des pistes qu'on travaille à l'agence. On a un cahier de tendance qu'on a appelé Nuance, qu'on sort tous les ans et qui a vraiment une vision prospective sur les codes esthétiques couleurs, matières, finition. Donc à déployer, comme je vous le disais, sur du retail, sur des outils de communication. Donc, comme on a parlé de la tendance alpha, du luxe, on a déjà parlé des métallisés, notamment, de ces couleurs. J'ai choisi de vous parler de la famille des métalliques, dans un principe vraiment de prospectif. Et on a identifié ici 4. Donc, vous avez ici les points forts des métalliques de manière prospective. Et on a identifié des concepts créatifs à exploiter. Alors, vous allez voir, on va parler d'or, d'argent, etc. Vous allez me dire, d'accord, très bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est des concepts créatifs qu'il faut ensuite filtrer par rapport à une stratégie de marque, un positionnement. Peut-être que pour une marque, il faudra en effet travailler cette tendance très forte autour des nudes, de cet or mat, très délicat, très sensible, parce que justement le positionnement de la marque va faire qu'on va pouvoir l'inscrire dans cette ambiance. Peut-être qu'au contraire, et on répondra toujours à une attente de consommation, est-ce qu'il ne faudra pas mettre plutôt l'accent sur ces codes argent, métallisé, mais avec plutôt des impressions aquatiques, aériennes. On va plutôt travailler du mouvement, du rythme.
Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi travailler tout ce côté organique, nerveux. On travaille, voilà, tout ce côté très métallique, tout ce côté très sinueux, très filaire. Oups, je vais trop vite. Voilà. Donc tous ces concepts créatifs qu'on applique, bien sûr, de manière personnalisée par rapport à une problématique de marque. Voilà. Donc pour récapituler, différents leviers, être bien à l'écoute en premier lieu de son consommateur, de sa cible finale, le déployer sur produits, services, communication, retail, justement grâce à tous ces outils. Donc bien comprendre l'évolution des attentes des consommateurs, avoir la connaissance de la traduction des attentes de consommateurs en code esthétique. Et ces codes esthétiques, leur donner le rythme. C'est-à-dire, soit on est sur du produit de la collection, il faut avoir une vision à 2 ans, le temps de développer le produit. Et puis, il faut aussi, quand on est en communication ou en retail, avoir une vision beaucoup plus prospective, parce que là, c'est des enjeux à beaucoup plus long terme, donc avec une méthodologie de travail différente. Et là, vous créez de la désirabilité. Là, vous êtes une marque engagée qui défend des partis pris, qui est vraiment là pour revendiquer une personnalité, vous créez des aspérités, vous créez de la différence et vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Moi, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est exposant sur le salon, sur votre chemin vers le bar à champagne. Et on sera ravis de vous présenter nos cahiers de tendance et de discuter conseils si vous avez des projets en cours. Voilà, merci beaucoup.